On parle beaucoup depuis des années de blé ancien, mais je me rends compte que la base, c'est les semences paysannes. On peut faire de la semence paysanne et avoir un blé bio de très très bonne qualité, sans pour ça passer par le blé ancien qui reste très compliqué aujourd'hui à mettre en filière, quoi. Et donc comment est-ce que nous tous on peut vivre de semences paysannes aujourd'hui, alors que la PAC même nous l'interdit finalement, quoi. Il ne faut pas être extrémiste dans l'agroécologie, mais pour moi c'est une voie qu'on doit prendre. Et mon projet est lié à ça. Ce n'est pas négociable. Je ne ferai pas de la farine avec du blé bio-industriel. Donc pour moi aujourd'hui le défi c'est l'agriculteur. Le défi, c'est l'agriculteur. Relocaliser les filières du grain au pain en Wallonie. Par où commencer ? Lorsque Lou et moi on est allés à la rencontre des filières alternatives en Belgique, on s'est rendu compte que beaucoup de filières démarraient la collaboration à l'étape de la mouture et de la farine. Les étapes préalables, la production de céréales et surtout la provenance des semences, sont presque toujours reléguées au second plan. Est-ce qu'on peut faire du pain de toute farine ? Et est-ce qu'on peut faire de la farine avec toute variété de céréales ? Blé ancien, blé moderne, blé de pays, comment s'y retrouver ? Pourquoi y a-t-il si peu de variétés adaptées au bio sur le marché de la semence actuellement ? Comment sont connectés les enjeux de la qualité du pain ? Relocaliser les filières du grain au pain en Wallonie. Par où commencer ? Ou devrais-je dire, par qui ? On s'est demandé comment nous, en tant que chercheuses, on pourrait contribuer à cette émulsion. On s'est dit qu'un podcast peut faire entendre des voix multiples, explorer des voix variées. On s'est dit qu'un podcast peut créer du lien entre toutes ces personnes qui font la semence, le grain, la farine, qui font le pain. Je suis Noémie Mogan. Et je suis Lou Chosbourg. Et vous écoutez Le pain qu'on sème. Un terroir qui s'exprime, c'est pas une terre morte. C'est des blés qui ont une histoire, qui ont presque une âme. L'alimentation nourrit aussi nos esprits. Mais moi j'aime beaucoup ce que j'appelle la poésie du pain. C'est l'autonomie au sens large. Nous, on n'est pas des vendeurs de farine, on veut changer le monde. Et quand tu fais ton court-circuit, là, t'es bien en train de court-circuiter ce marché-là, quoi. On sera rebelle de chez rebelle. Le maquisard de la boulangerie. Épisode 1. Céréalité. Les extraits que vous allez entendre sont issus de rencontres avec des agriculteurs, des chercheuses, des boulangères, des meuniers. Comme on a décidé d'aller les rencontrer jusque chez eux, la qualité du son laisse parfois à désirer, mais jamais celle des rencontres. Le truc est sur on, je dois parler maintenant. C'est déjà sur on. Ah, ça tourne déjà. Ah, ouais, d'accord. Vous souhaiteriez utiliser plus de farine locale, mais quels sont les freins ? Entre l'analyse du laboratoire et le résultat de panification, il y a un monde de différence. Paysan boulanger, faire du pain, produire les céréales et les transformer sur place en moulin. C'est les mêmes semences depuis les années 70, 80. Quoi. C'est pour ça que c'est important de semer chaque année. Mais le climat change, les assolements changent. Enfin, je veux dire, les sols ne sont pas les mêmes partout, quoi. Hein. La majorité du pain qu'on mange en Belgique n'est pas issu de céréales belges. Pour notre premier épisode, on a décidé de remonter au commencement. Au commencement, il y avait la céréale. Une céréale, c'est en fait une graminée, donc très proche des graminées des prairies, annuelle, donc qui boucle son cycle de reproduction en un an. Marjolaine Visser est professeure à l'ULB au sein du laboratoire d'agroécologie. Depuis 2015, elle s'intéresse au pain et aux céréales panifiables d'un point de vue agricole et artisanal. Les graminées ont un mode de croissance très particulier qui les rend extrêmement flexibles ou plastiques, on dit aussi en écologie, par rapport au mode de culture et à l'environnement. Une graine qui donne normalement une plantule peut potentiellement livrer jusqu'à une centaine d'épis en fonction de ce qu'on lui donne comme fertilité et comme espace. Ce n'est pas pour rien que la céréale, c'est la base de la majorité de nos cultures, parce que ça donne un grain sec qu'on peut stocker.
Le fait de pouvoir stocker des grains qui sont plus très nutritifs, qui apportent une grande partie de notre énergie, de nos protéines, de nos minéraux et de nos vitamines, c'est incroyablement important. C'est en fait la base de notre culture. D'abord, dans les grands carrés de terre brune au ras du sol, il n'y eut qu'une ombre verdâtre, à peine sensible. Puis ce vert tendre s'accentua. Des pans de velours vert d'un ton presque uniforme. Puis les bruns montèrent et s'épaissirent. Chaque plante prit sa nuance. Il distingua de loin le vert jaune du blé, le vert bleu de l'avoine, le gris du seigle. Des pièces à l'infini, étalées dans tous les sens, parmi les plaques rouges des trèfles incarnats. La Terre, Émile Zola, 1887. Alors la céréale panifiable, bien c'est la composition du grain, c'est-à-dire le grain il est composé essentiellement d'amidon, de sucre et puis de protéines. Dominique Mingeot est chercheuse au CRAW, Centre wallon de recherche agronomique, en biologie moléculaire et génétique. Il y a 2 classes de protéines qui sont très importantes pour la panification, qui sont les gluténines et les gliadines. Ce sont ces protéines qui forment ce qu'on appelle le gluten, et qui, lorsqu'on va ajouter de l'eau à la farine et pétrir la pâte, vont former un réseau avec une certaine élasticité. Réseau dans lequel le gaz carbonique qui va se dégager de la fermentation va rester enfermé. Donc c'est ce qui va faire lever la pâte. Les caractéristiques de la pâte vont dépendre de la quantité de protéines, des proportions des différentes classes de protéines, gluténines, gliadines, et des caractéristiques même des protéines. Selon les formes donc des gènes et donc des protéines, on aura des caractéristiques de pâtes différentes. Et donc il y a eu au cours des époques, dans la sélection des variétés, une sélection vers ces allèles qui conviennent particulièrement pour une panification, je dirais, conventionnelle. Si on en est là aujourd'hui, c'est donc que les humains ont sélectionné les céréales. Les blés paysans sont des lantras. Ce sont des blés qui ont été créés et entretenus et améliorés par les paysans. Sur le champ, sont séparés l'étape de la production de l'étape de la reproduction. Progressivement, ce travail agricole, écarter les espèces concurrentes, fertiliser, choisir certains individus, récolter, a permis que les plantes s'adaptent à ces conditions nouvelles. C'est ce qu'on appelle la sélection massale. C'est au cours de laquelle les variétés apparaissent pour et par la main du paysan. Donc on fait du blé, et parmi le blé qu'on récolte, il y aura du blé qu'on va conserver pour assurer le semis de l'année d'après. On a demandé à Didier Demorcy de nous aider à retracer l'histoire de la sélection des céréales. Depuis une petite dizaine d'années, Didier s'intéresse à la sélection et essaye de trouver des variétés anciennes et de pays adaptées aux conditions pédoclimatiques des Hautes-Fagnes. Régulièrement aussi, sans doute, ils faisaient des échanges avec leurs voisins. Cette pratique-là, elle a l'avantage de progressivement adapter les populations de céréales à des milieux où elles poussent et aux façons de faire des agriculteurs. Avec la première vague d'industrialisation de la boulangerie au XIXe siècle, les premiers sélectionneurs font leur apparition. Les croisements sont alors faits manuellement, en sélectionnant minutieusement les individus qu'on souhaite reproduire. Le blé est une plante autogame, c'est-à-dire qui se reproduit par autofécondation. Une plante de blé va se reproduire seule, elle possède à la fois les organes mâles et femelles, et la plante de blé va donner une descendance qui lui est identique, rigoureusement identique. Puisque l'espèce est autogame, elle va toujours résister à la fécondation croisée. Mais on peut la forcer à se féconder de façon croisée. Pas au laboratoire, mais au champ. En castrant manuellement les fleurs et en apportant le pollen des fleurs d'une autre plante manuellement. À partir de ce moment-là, le terme de variété prend de l'importance. Ce qui définit la variété, c'est une série de critères de couleur des feuilles, couleur de l'épi, forme de l'épi, présence ou absence de barbe, d'arêtes, longueur de ces arêtes, enfin des critères de ce type-là. Les variétés qu'on qualifiera par la suite de variétés anciennes sont donc déjà un produit d'une première sélection. Non plus étalées sur des siècles comme les variétés de pays,
mais par une pollinisation croisée, forcée par la manipulation des sélectionneurs et gentlemen farmers. Les premières sélections de blé ont été faites pour des terres relativement riches, des terres dans lesquelles l'agriculteur était suffisamment fortuné pour pouvoir mettre en place les nouvelles techniques et notamment la mécanisation. C'est le début de ce qu'on pourrait dire d'une privatisation des semences et même d'une appropriation en fait des semences. Corentin Eke a créé une conférence gesticulée qui se base sur ses recherches en sociologie et sciences de l'environnement et sur son expérience depuis plus de 10 ans dans le monde des semences. Après la Deuxième Guerre, là c'est le moment de modernisation de l'agriculture où il va avoir tout l'enjeu de standardisation, non plus pour répondre aux besoins des paysans et paysannes qui vont devenir des agriculteurs et plus tard des exploitants agricoles, donc aujourd'hui des exploités dans le monde de l'agriculture, pour faire un peu caricatural. À ce moment-là, c'est la même chose qui se passe dans les semences, c'est standardisé pour répondre à une demande de l'agro-industrie. Ou non, au point de départ de l'Europe a faim. En 2 ans, l'Europe n'aura plus faim, mais tout un système se met en place. Nouvelle du pain. La Corporation nationale de l'agriculture et de l'alimentation communique. 500 grammes de pain à partir du 11 novembre. La classe paysanne a fourni cette année des prestations remarquables, nourrissant notamment à ses frais des dizaines de milliers de réfractaires. Extrait du journal Le Soir, quotidien belge, mardi 9 novembre 1943. C'est la base, quoi. C'est tu cultives, tu récoltes tes graines, tu choisis et puis tu les ressèmes, quoi. C'est un peu le but et ça s'inscrit dans l'idée de l'autonomie ici. Conserver et utiliser ses propres semences fermières, les graines issues d'une récolte précédente, est une pratique de moins en moins fréquente dans les fermes belges. On ne serait pas là aujourd'hui si les hommes avant nous n'avaient pas gardé leurs semences, quoi. Ça fait seulement 50 ans qu'on dépend des semenciers. Installé à la ferme de l'Abreuvoir depuis 2015, Simon Menot est ce qu'on appelle un néo-paysan boulanger. Musicien de formation, Simon a appris le métier sur le tas, conseillé par un oncle boulanger. 8 ans plus tard, Simon continue à explorer. Il cultive et panifie différentes variétés d'épeautres et de froment, des variétés de pays, des variétés anciennes et des variétés modernes. Les variétés modernes, ils arrivent à mettre les gènes dedans qui font qu'ils ont réussi à renforcer le gluten pour que les machines en boulangerie aient plus facile à travailler, que les pâtes puissent s'étirer à fond sans que la pâte ne déchire, qu'on sache aller plus vite, plus fort. Donc une fois que le gène est inséré dans une variété de lignée pure, toute sa descendance contient ce gène, ce qui n'est pas le cas avec une variété à pollinisation ouverte. On a créé des variétés modernes de lignée pure, hautement adaptées aux engrais de synthèse, primo, et aux pesticides qu'on peut utiliser en agriculture conventionnelle. Vous connaissez l'histoire de tous, je suppose, de l'introduction de l'azote dans l'agriculture. Hein. Dans les années 50, on a introduit l'azote, les blés ont surproduit, ils sont tombés. Donc Bayer est venu l'année suivante avec des blés modernes et des raccourcisseurs. Du coup, les blés étaient plus petits, mais malheureusement, les sols étaient au soleil, donc mauvaises herbes, du coup pesticides, du coup les sols étaient nus, du coup fongicides, puis après insecticides, et la boucle est bouclée en fait. Au début, quand on a appliqué les engrais de synthèse sur nos variétés anciennes, les variétés paysannes ou les variétés population, il y avait un énorme problème, c'est que ces variétés anciennes ne résistaient pas du tout à l'ajout de grandes doses d'azote, l'élément minéral principal pour faire du rendement, parce que ces variétés anciennes ont toutes des pailles très hautes. Quand on donne trop d'azote à ces variétés-là, les variétés poussent en longueur et deviennent très faibles et ne résistent plus au vent ou aux pluies trop fortes. Le phénomène typique qui peut survenir à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'averse. Par effet domino, l'entièreté du champ peut rapidement se retrouver couchée au sol, en proie à l'humidité qui peut provoquer une germination de l'épi directement sur pied. L'averse complique non seulement la récolte, mais diminue aussi les rendements, vu son impact sur la qualité du grain et donc de la farine.
et par conséquent sur la panifiabilité. Pour que les plantes allouent un maximum de ressources au grain et qu'elles poussent moins haut, les sélectionneurs procèdent à plusieurs croisements successifs d'une variété naine issue du Japon. 70 ans plus tard, dans les années 90, les gènes du nanisme étaient présents dans plus de la moitié des variétés mondiales de blé tendre. Je compare souvent à un petit bodybuilder, super gonflé et très petit, qui tient sur ses jambes parce qu'il est très petit et si on le grandissait, il tomberait. Ce gène de nanisme marque le dernier tournant de la sélection des céréales panifiables. Landrace ou variété de pays, variété ancienne, variété moderne ou lignée pure. 3 catégories qui ont à voir avec 3 moments forts de l'histoire. Arminus. Gentile rosso. Gentile rosso. Barbu du Mâconnais. Hérisson. Jaffaillon. L'énox. Blanc de Hongrie. Carré vaudois. Vieux blé autrichien. Hybride de la paix. Ducato. Pourpaillon. Poulard des Asturies. Schiedam à épi blanc. Le pain qu'on sème. Le potage qui croustille. Tout porte à penser que les variétés modernes, plus courtes et donc moins sensibles à l'averse, et composées par des gluten plus résistants, garantissent une culture et une panification optimales. Pourtant, ces dernières années, les variétés de pays et variétés anciennes refont leur apparition sur les étals des boulangers, dans les catalogues des meuneries et dans les champs. Sur quoi se fonde ce nouvel engouement ? Quelles pourraient être les motivations d'un agriculteur, d'une agricultrice, pour revenir à ces anciennes variétés qui donnent de piètres résultats en agriculture conventionnelle ? Il n'y a pas d'intérêt pour le paysan d'avoir une vieille variété qui va produire moins, qui risque de verser parce que la paille est plus haute. Donc il va chercher des variétés modernes qui sont faciles à cultiver, qui font des bons rendements. Parce que ce qui compte, c'est le tonnage au final, vu qu'on lui paye à la tonne. On a déjà démontré que ces variétés anciennes ne donnent pas de bons résultats en agriculture conventionnelle, justement pour ces problèmes de verse. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est une demande pour qu'on la cultive. Mais la demande, c'est le consommateur. Et il faut une proposition, il faut qu'il y ait quand même des boulangers qui disent « Moi, j'ai envie de travailler des vieilles variétés, j'ai envie de me casser un peu la tête pour faire des vieilles variétés plutôt que des modernes. » En fait, au tout début que j'ai commencé à faire du pain au levain, je me suis tout de suite posé la question de la matière première, d'où ça vient, quelle variété, comment c'est cultivé et tout ça. Et en cherchant sur Internet, un jour, je suis tombée sur un article, c'était la photo d'un article qui parlait de Mark Van Overschel de la ferme du Haillon. Et du coup, j'ai commencé à chercher où c'était cette ferme, pour aller le rencontrer. Et pour mes 30 ans, mon mari m'avait fait la surprise de m'emmener à la ferme du Haillon. On a fini par arriver à la ferme. Il y avait Marc et sa compagne, donc Marianne. Et je lui dis que voilà, je ne savais rien sur les blés anciens, mais que je voulais tout savoir, tout apprendre et avoir accès à des farines pour commencer à les panifier. Et là, Marc il me dit « Ah, ça tombe bien, je dois aller ressemer dans des micro-parcelles. Si tu veux venir, semer avec moi, tu es la bienvenue. » Et donc moi, j'étais habillée pour aller à l'hôtel, au restaurant. Et je monte dans les champs pour aller semer du blé. Et c'était juste magnifique. Il y avait du doré, du jaune, du brun foncé, du rouge. Et c'est vraiment au milieu de ce champ que je suis tombée amoureuse des blés anciens, tu vois. Je voulais parler au blé, je voulais tout savoir. Et il y avait vraiment cette beauté qui m'a vraiment marquée. Et à partir de là, chaque année, je suis retournée semer avec lui, je suis retournée moissonner. J'arrive à les voir, j'arrive pas à les voir. On est allé rencontrer Marc chez lui, au Haillon, avec Fazia. Il est là, lui. Attends. C'était le mois de juillet. Ou alors on l'a ailleurs, elle fait au Bordeaux à Bercy, on va voir. La moisson approchait. On a mis une banque qui n'est pas venue ici. Les céréales ont été présentes dès le départ. Avec mon père, on a commencé à refaire du froment en 84. Mon père alors a accepté de transformer la ferme en bio. Et on a toujours fait des céréales. Et avec la coopérative de distribution de produits fermiers, on a trouvé un boulanger qui voulait bien nous faire du pain et nous acheter nos céréales. Et donc on a déjà commencé la filière en 86-87. En 2009, c'est là que j'ai découvert les blés anciens.
Je n'imaginais pas cette diversité dans les blés. À l'école, on m'a pas appris ça, je savais rien. Je savais pas ce qu'était un poulard, qu'un amidonnier, un engrain, non. Et donc toute cette histoire des blés, en tout cas, j'ai aucun souvenir de l'avoir vue à l'école, et parce qu'elle n'existe pas ici, dans nos pays. Et donc, pour moi, la cultiver, c'est aussi tenter de démontrer le potentiel qu'on a perdu de diversité et que la remettre à jour, se nourrir autrement, garder plus d'autonomie, moins de dépendance de cette agro-industrie qui ne travaille que pour elle. Hein. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de trouver les blés qui se plaisent ici. Regarde là, le beau poulard, là. Celui-là, il est rayonnant. Hein. Quand tu vois ça, tu te dis, lui, il a sa place là, quoi. Ouais. C'est aussi la brillance. Pour moi, il y a comment il sourit quelque part. Tu vois. Il donne de la lumière. C'est une culture de lumière. Hein. C'est une culture de feu. Le fruit, c'est un feu. Le blé, c'est vraiment... Et c'est là que, s'ils ne sont plus des lumières, ben alors qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est qu'on cultive des blés malades. En mars, il herça ses blés. En avril, ses avoines, multipliant les soins, se donnant tout entier. Lorsque les pièces ne demandaient plus de travail, il y retournait pour les voir, en amoureux. Il en faisait le tour, se baissait et prenait de son geste accoutumé une poignée, une motte de terre grasse qu'il aimait à écraser, à laisser couler entre ses doigts, heureux surtout s'il ne la sentait ni trop sèche ni trop humide, flairant le bon pain qui pousse. La terre, Émile Zola. De retour à Bruxelles, nous avons retrouvé Marjolaine Visser et rencontré Amaury Beaugendre au laboratoire d'agroécologie de l'ULB, pour comprendre si la recherche témoignait aussi de ce que nous avions vu et vécu au Haillon. Ce sont des variétés qui ont une meilleure tolérance en fait aux conditions difficiles. Et donc ça va les rendre plus stables au niveau du rendement d'année en année. Amaury Beaugendre est bio-ingénieur et termine cette année un doctorat sur la diversité cultivée du blé. Et un autre avantage de ces variétés anciennes, c'est donc vraiment leur compétitivité face aux mauvaises herbes. Les blés paysans talent beaucoup plus, c'est-à-dire qu'ils couvrent beaucoup mieux le sol par graine que les variétés modernes. Donc en agriculture biologique, c'est un énorme avantage parce que le grand problème en agriculture biologique, c'est la gestion des mauvaises herbes. Deuxièmement, les variétés anciennes sont plus riches en protéines. Ils sont donc plus riches en protéines, mais en protéines gluténiques moins difficiles à digérer que les variétés modernes. Dernier grand avantage, on a démontré que les variétés anciennes rentrent mieux en symbiose avec la vie du sol, notamment avec ces champignons du sol qu'on appelle les mycorrhizes, et qui justement vont chercher ces micro-éléments pour la plante. On sait en tout cas qu'au niveau de plusieurs micronutriments, notamment le zinc et le fer, les variétés anciennes vont avoir des grains plus riches, plus concentrés en ces micronutriments-là. En résumé, les landrais et ces variétés anciennes sont plus riches en micronutriments, plus riches en gluten digeste, elles ont un avantage face aux mauvaises herbes, et elles rentrent mieux en symbiose avec la vie du sol. Un dernier intérêt, c'est que d'année en année, si on récolte ce qu'on aura semé et qu'on le ressème l'année suivante, on aura la possibilité d'une évolution de notre mélange, de notre variété dans le temps. Et donc petit à petit, en fait, notre mélange va devenir plus adapté à nos conditions, à notre terroir, à notre pratique. Quand dans Jaffaillon, je dis il y a 40 blés différents, que chacun amène quelque chose, et des nutriments différents, et en fonction des années, il y en a qui vont mieux se porter que d'autres, donc les rendements sont plus réguliers. Il y a une certaine sécurité alimentaire en mélangeant, que si on fait de la monoculture, s'il y a une maladie comme les rouilles qui sont arrivées cette année, ceux qui sont très sensibles vont donner beaucoup moins que si on a des mélanges. Amaury nous explique que cette diversité au champ n'est pas seulement valorisée par les agricultrices, elle fait l'objet de recherches. On revient à l'idée que d'introduire de la diversité au niveau du champ pourrait être clairement un facteur de résilience face à des conditions qui sont parfois difficiles, et si on n'a pas toute la batterie de produits phytosanitaires pour protéger la culture.
Semées côte à côte, les différentes variétés vont exprimer leurs différentes caractéristiques. Certaines plantes vont ainsi mieux s'adapter aux conditions de la parcelle, du terroir, et résister à certaines maladies ou à certains ravageurs. Elles soutiendront ainsi les variétés les plus sensibles, notamment lorsque survient l'averse. Ou encore, elles compenseront les pertes de rendement causées par les plantes qui ne survivent pas à la saison. La diversité au champ semble donc être une clé pour valoriser pleinement le potentiel des variétés de pays et anciennes. Le pain qu'on sème, le podcast scientifico-panifiable. La diversité s'est modifiée au cours du temps et de la sélection pour aller vers une espèce de composition standard qui convient pour la boulangerie conventionnelle. Si on a perdu des gènes au cours de la sélection, on ne peut pas les retrouver. On peut juste les retrouver si on retourne à l'étape d'avant la sélection de la Révolution verte. On a compris que la diversité au champ permet de renforcer la résilience des cultures. Mais si ça représente autant d'avantages, pourquoi si peu d'agriculteurs y ont recours ? Simon Menot nous dit que cultiver ses propres semences, c'est la base. Pourtant, aujourd'hui en Belgique, les semences locales et adaptées à nos terroirs sont très peu accessibles. Vincent Renard a repris la ferme de ses grands-parents en 2002, dans le Hainaut. Parti d'un modèle conventionnel, il est maintenant fier de gérer ses 65 hectares en agriculture bio certifiée. Il faut prendre la semence du commerce, je pense. Parce qu'avoir des variétés anciennes, c'est pas si évident que ça à s'en procurer, quoi. Il y a juste une fois, je suis allé chercher une machine en France et c'était chez un agriculteur bio. Et il y avait du rouge de Bordeaux et je suis revenu avec 100 kilos. Voilà, juste ça, quoi. Donc j'ai du rouge de Bordeaux, mais en petite quantité, quoi. La plupart des paysans aujourd'hui, ils achètent chaque année leurs semences au marché. Et qu'est-ce que le marché propose ? Des blés modernes qui sont adaptés aux bonnes terres et aux nutriments, aux fertilisants, à la chimie, à la camisole chimique, comme on dit. Mais tu veux faire du bio, tu veux faire une autre agriculture, mais tu n'as pas de semences. Si on voit un champ de blé, il y a des milliers de plantes. Si c'est une variété moderne, toutes ces plantes sont rigoureusement identiques entre elles. C'est un même individu à des milliers d'exemplaires. Une variété lignée pure de blé, c'est le niveau 0 de la diversité. Et ça a été sélectionné pour ça. Et il faut en faire la démonstration pour pouvoir inscrire une variété de blé au catalogue, c'est-à-dire la commercialiser. Il faut qu'elle soit distincte, stable et homogène, DHS. Et les blés anciens, ce n'est pas des clones. Et donc, ils ne sont pas toujours homogènes et stables. Ils évoluent. Le système semencier formel dominant aujourd'hui en Europe est relativement récent et hérité de l'industrialisation agricole. Le critère DHS et les outils connexes permettent donc de cadenasser la circulation des semences et leurs droits de propriété. C'est donc tout un système de marché qui est adapté sur mesure pour l'agriculture conventionnelle et la boulangerie industrielle. Jusqu'à maintenant, le grand marché de la semence est toujours le marché conventionnel. Et donc, on va continuer à produire de nouvelles variétés à travers des protocoles de culture basés sur des intrants de synthèse, notamment les engrais et les pesticides. Ce à quoi ça a mené, c'est qu'aujourd'hui, je suis agriculteur, je veux acheter des semences, j'ai un choix limité. Et la plupart de ce que je vais trouver, ce sont du coup ces variétés modernes qui sont vraiment guidées pour produire du grain, mais pas tellement pour produire des feuilles vite, pour du coup prendre le dessus dans la compétition contre les mauvaises herbes. Et la diversité dont je parlais, c'est intéressant, surtout quand on est dans des conditions qu'on ne peut pas pallier à tous les problèmes qui surviendraient, donc que ce soit des maladies, des ravageurs, une terre un petit peu moins fertile, en mettant un produit chimique ou un autre. Et donc cette diversité, elle permet justement d'un peu mieux s'en sortir dans ces conditions-là, mais on n'y a pas droit.
Et donc on a un peu le serpent qui se mord la queue de la transition est compliquée parce qu'on n'a pas des variétés adaptées, et en même temps on ne produit pas de variétés adaptées parce que le système dominant, ça reste le conventionnel. Alors maintenant, il y a quelques firmes qui proposent des blés un peu plus adaptés à la bio. Mais de nouveau, ça reste des blés modernes et dépendants du marché industriel de la semence. Ce contexte complique l'accès aux ressources et complique les possibilités d'investir des moyens financiers ou scientifiques dans les filières en agriculture biologique. La recherche s'aligne donc majoritairement sur l'industrie. Vous avez les débuts des entreprises semencières, vous avez l'INRA. L'INRA, c'est de la subvention par l'État. Et donc l'orientation vers la standardisation, c'est un projet politique étatique. Et la France va en fait mettre en place tout un système et donc être très influent sur les législations au niveau européen. Face à ce projet de standardisation qui légifère bientôt toute l'Europe, quelques foyers de résistance s'organisent. Géographiquement proche de la France, la ferme du Haillon est un de ces foyers. Mark Van Overskelde est l'une des personnes qui rend possible la transition des nouveaux agriculteurs vers d'autres types de variétés. L'idée, c'est de ne pas vendre des grosses quantités non plus, parce qu'on n'est pas des marchands. Et donc vendre, pour moi, la semence, c'est un patrimoine de l'humanité. On peut faire du troc, parce que c'est du travail aussi de sélectionner, de multiplier des blés. Enfin, faire de la semence, c'est du travail, mais quelque part, on peut troquer le travail, mais pour moi, la propriété de la semence et le brevetage ne devrait pas être accepté. Moi, j'ai dû créer moi-même ma filière céréalière avec mes agriculteurs. Et donc, en fait, on est obligé de passer par la désobéissance civile quand tu fais ça. Parce que tu n'achètes pas tes graines chez Monsanto, quoi. Donc, tu es dans l'illégalité à chaque fois que tu travailles. Et donc, tu es obligé de pousser tes agriculteurs à sortir des rangs. Donc, c'est compliqué. À part le sacro-saint marché, qui détient les rouages de cet engrenage ? Ce sont les négociants et les moulins. De manière classique, c'est l'agriculteur qui vend au négociant. Et en général, l'agriculteur, une fois que c'est chez le négociant, il ne sait pas du tout à quoi sa céréale va servir. Laura Laon travaille pour la Fédération wallonne de l'agriculture et accompagne la coopérative Belgrain, qui regroupe 5 agriculteurs pour moudre et commercialiser ensemble une farine biologique et certifiée Prix Juste Producteur. C'est vrai qu'il y a un peu une double casquette qui pose question. Donc il y en a qui ont juste une activité de négoce, mais la majorité ont les 2 casquettes. Donc ils sont à la fois négociants en grains et fabricants d'aliments pour bétail. Pour fournir les boulangeries industrielles en farine standardisée, les négociants achètent uniquement de grands lots de grains homogènes. De telles quantités ne peuvent pas être produites par des petits agriculteurs locaux. Compliqué donc pour eux de faire moudre leurs grains en petits lots et en gardant un haut niveau de traçabilité. Du coup, dans le cadre de la coopérative, travailler avec un négociant, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il achète le grain et puis il va le revendre. Il y en a très peu qui font du stockage à façon. Et donc, c'était une des raisons aussi du projet en lui-même, c'était d'essayer de garantir cette traçabilité du champ à l'assiette. Les verrous qui empêchent d'autres filières d'émerger ne sont pas uniquement des verrous techniques ou financiers. Ils peuvent aussi être idéologiques. Voilà, le blé ancien, moi je trouve là, il va super bien. Évidemment, il est fait à la main. Évidemment, il est moins facile à moudre. Les rendements en culture sont bien moindres, c'est quasi 2 fois moins qu'un blé moderne. Ce discours sur un rendement moindre avec les variétés non modernes, Philippe Genet le connaît bien. Moi, je viens pas du conventionnel, donc j'ai jamais été frustré du rendement. Guidé avant tout par une volonté d'autonomie, il s'installe en 2010 à Momigny avec sa famille pour devenir paysan boulanger. Avec un rendement de 3 tonnes à l'hectare, Philippe produit aujourd'hui 30 tonnes de grains par an et 300 kilos de pain par semaine. Un four fait à peu près 20 tonnes. On rencontre Philippe une journée froide de janvier. Il chauffe au bois, indirect. L'activité bat son plein à la ferme du Pré-aux-Chênes. Là où on met le feu, c'est juste à côté de la porte. Ferme école pour le mouvement d'action paysanne.
Progressivement, j'ai commencé à produire moi-même mes céréales parce qu'en fait ça fonctionnait assez bien. Mais à chaque fois avec des variétés que je ne connaissais pas, donc je n'avais pas creusé le côté variétal. J'avais creusé plutôt l'idée d'indépendance, enfin de filière. À un moment, je suis tombé sur une variété qui s'appelait la variété Midas. Et là, vraiment, il y avait un problème de goût. J'avais une très belle farine, le grain était rond, rempli. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, il faut faire autre chose. On avait du rendement, mais on avait un pain qui goûtait le carton, quoi. Alors que c'était cultivé en bio. On a connu une explosion des rendements, c'est vrai, par hectare, mais pas quand on vit le rendement autrement. Quand on vit le rendement en termes de rendement énergétique, par exemple, on a perdu. Quand on vit le rendement en rémunération pour l'agriculteur, on a perdu. Ce rendement par hectare a causé énormément de pollution et de dégâts par ailleurs. On est en fait à des niveaux de rendement non soutenables d'un point de vue environnemental et écologique. Ce mythe du rendement s'est passé au détriment de la qualité, notamment de la teneur en micro-éléments, en micronutriments. Le blé, qui est à 18 francs l'hectolitre, en coûte 16 à produire. S'il baisse encore, c'est la ruine. Et chaque année, dit-on, l'Amérique augmente ses exportations de céréales. On ne menace d'une vraie inondation du marché. Que deviendrons-nous alors ? Le grand industriel ne demande qu'une chose, c'est que le pain soit à bas prix pour payer ses ouvriers moins cher. D'un côté, nous autres, les paysans, qui avons besoin de vendre nos grains à un prix rémunérateur. De l'autre, l'industrie, qui pousse à la baisse pour diminuer les salaires. C'est la guerre acharnée. Et comment finira-t-elle, dites-moi ? Ça ne peut pas finir. Si le paysan vend bien son blé, l'ouvrier meurt de faim. Si l'ouvrier mange, c'est le paysan qui crève. Alors quoi ? Je ne sais pas. Dévorons-nous les uns les autres ? Une population, en fait, ça s'enrichit. On ne peut pas rester avec une population fixe comme ça en disant « tiens, je vais planter ça jusqu'à la fin de mes jours ». Et donc, quand j'ai des apports, quand je peux avoir un apport extérieur, je le mets dedans, quoi. Et ça a fonctionné. J'ai eu du rendement, je voyais la diversité dans mes champs et après, j'ai ressemé ça d'année après année et on a des bons résultats. Donc, j'ai gardé ce mélange, quoi. Quand on abandonne aussi le mythe du rendement, on va aussi constater qu'en diminuant les intrants externes et en se rabaissant plus sur les intrants dont on dispose au niveau de la ferme, au niveau local, on va gagner en marge nette, c'est-à-dire par kilo ou par tonne produit, on va pouvoir en retenir une marge financière plus intéressante. Et donc, en fait, c'est vraiment l'innovation par retrait qu'il faut faire ici. Il ne faut pas vouloir semer trop densément et il ne faut pas vouloir fertiliser trop fortement non plus parce que ça va justement augmenter les problèmes de l'averse. Il va falloir limiter la densité de semis et la fertilité du sol. Alors c'est à moins de rendement, oui, ça, ok, tout le monde est d'accord, c'est à moins de rendement, mais ça vaut plus cher aussi sur le marché. On produit un tiers en moins, mais on n'a pas mis d'intrants, on n'a pas mis d'insecticides, on n'a pas mis de fongicides, on n'a pas mis de raccourcisseurs, on n'a pas acheté des semences et on a un bon prix. On gagne, si pas plus, on gagne au moins la même chose en ayant, je sais pas, 4 tonnes de rendement en moins. Vous écoutez Le pain qu'on sème, le podcast des filières alternatives belges du grain au pain. Privatisation globalisée du marché de la semence, critères d'évaluation calqués sur l'agro-industrie et répercutés au niveau des négociants et des moulins, mythe du rendement. Ces verrous limitent aujourd'hui plus que jamais la relocalisation de la production de semences et de variétés de céréales panifiables adaptées à nos terroirs. Comment faire alors pour déverrouiller nos modes de pensée ? Comment construire d'autres imaginaires ? Un espoir pointe peut-être. Depuis le 1er janvier 2022,
l'Union européenne autorise la commercialisation d'un nouveau type de matériel de production végétale, le matériel hétérogène biologique. Pas de critère DHS, car ce matériel hétérogène biologique n'est pas assimilé à une variété. Il y a une brèche quelque part qui s'est formée, qui continue un petit peu parce qu'il y a des nouvelles réglementations d'inscription au catalogue qui permettent de sélectionner plus pour le bio. C'est à nous alors maintenant de jouer cette carte-là et de pouvoir enregistrer du matériel génétique hétérogène et démontrer que c'est faisable de produire quelque chose de correct à partir de matériel qui n'est pas homogène. Il y a par exemple les propositions de créer des protocoles donc de valeur agronomique et technologique et environnementale pour l'agriculture biologique. Mais puisque ça veut dire dédoubler tous les essais pour avoir ça et en conventionnel et en bio, et puisque ça doit être fait par les instances publiques, vous imaginez que le travail est vraiment conséquent. Il y a clairement un manque de ressources humaines pour gérer tout ça. Deuxièmement, un premier pas serait de pouvoir s'assurer qu'on a des variétés de lignée pure alors, mais complètement sélectionnées en conditions d'agriculture biologique dès le début. On peut aussi se dire, on n'a pas besoin d'acheter nos semences année après année. On peut aussi reproduire nos propres semences. Mais c'est quoi la première condition à vouloir sélectionner avec les agriculteurs dans leur ferme pour qu'ils puissent récupérer leurs propres semences? Il faut de la diversité au champ. Et pour qu'il y ait de la diversité au champ, vous pouvez commencer à mélanger des variétés de lignée pure, bio, mais c'est toujours des variétés basées sur le concept de la lignée pure. Donc ce sont des variétés figées qui ont très peu de résilience par rapport à une énorme adversité. Pour ça, les variétés diversifiées ont vraiment un avantage que les variétés de lignée pure n'ont pas du tout. Donc on a vraiment plusieurs caractéristiques qui font de ces variétés anciennes vraiment un pool génétique intéressant à redécouvrir, à réinventer en quelque sorte. Redécouvrir et revaloriser ce potentiel génétique, c'est justement la raison d'être du réseau Limester. Né en 2014, ce réseau n'a pas attendu que la législation bouge pour agir, et pour œuvrer à la préservation et au développement de la biodiversité cultivée. Didier de Morsier et Marc Van Overschelt de la ferme du Haillon en sont de fervents représentants. On est intéressé à ces variétés de pays puisqu'elles ont gardé un potentiel génétique et un potentiel phénotypique qui est plus important. On est parti de souches anciennes, on les remet en culture, donc ils se réadaptent, et il y a des nouveaux blés qui se créent. Il y a des croisements qui se font naturellement. Dans le réseau, il y a eu toute une dynamique à un moment donné pour refaire des nouveaux blés, des croisements entre différents blés, mais de blés anciens. La particularité du réseau est qu'il regroupe non seulement des agricultrices, mais aussi des meuniers, boulangères, chercheurs. Ces membres sont très sollicités par les acteurs des filières alternatives parce qu'ils maintiennent une collection de céréales anciennes et de pays. Une sorte de banque de semences vivantes sur pied. Le réseau implique aussi des jardiniers amateurs qui peuvent contribuer à ce qu'on appelle la pré-multiplication, en semant de petites parcelles de quelques mètres carrés qui seront récoltées et ensuite ressemées sur des parcelles plus grandes. On se rend compte qu'en fait, les agriculteurs, ils sont tenus. Ils sont dans un système qui les dirige et se rendre compte qu'il y a moyen de sortir de ce système en faisant sa propre sélection et en partant d'anciennes variétés. Ça a été un énorme déclic dans ma vie, quoi. J'étais transformé à ce moment-là. Vraiment, c'était la révélation, quoi. Comme Didier et Marc, Axel Collin fait partie du réseau Limester. Issu d'un parcours en boulangerie classique, Axel découvre les variétés anciennes lors d'un stage en France chez le paysan boulanger Nicolas Suppiot. Depuis, il est profondément animé par ces enjeux. J'avais un client cœliaque qui me disait, moi, le petit épeautre, je le mange, quoi. J'en avais acheté de la farine, le petit épeautre, mais je ne savais pas à quoi ressemblait le grain, quoi. Donc c'est rigolo parce que j'étais pas du tout passionné par les blés, par des plantes, même en étant gamin. Et là, d'avoir plongé dans les blés, je savais même pas que ça fleurissait, quoi. Je savais même pas que ça avait des fleurs, en fait. C'est beau, quoi. Et je trouve que c'est nécessaire, quoi.
de pouvoir se rendre compte de tout ça, de tout ce qui nous entoure, de comment ça se passe. Et donc d'avoir pris conscience de ça, c'était de se dire, il faut quelque part quelqu'un qui s'occupe de garder ça et de permettre à un agriculteur de se dire, même s'il part avec des petites quantités, mais de faire des essais, etc., quoi. Il y avait un enjeu aussi de sensibilisation, puisque demander à des jardiniers de cultiver des blés, c'était aussi du coup leur expliquer pourquoi, parce qu'il y avait un objectif de sélection derrière et que la sélection, ça se fait pas à partir de variétés modernes. Si on demande à des gens de faire ça, ils se rendent compte aussi des implications que ça peut avoir dans leur alimentation, mais aussi au niveau sociétal pour les agriculteurs, etc., quoi. Il existe des banques de semences, des centres de conservation des ressources génétiques, mais je pense que c'est important aussi que la société civile participe à cet effort de conservation. C'est une question d'autonomie et de prévoyance. Dans le cadre de sa thèse, Sofia Balthazar a essayé de comprendre comment sélectionner des variétés de céréales adaptées à des agroécosystèmes locaux. C'est notamment dans ce cadre qu'elle a soutenu la création du réseau Limester. Aujourd'hui, Sofia est chargée de mission agriculture au groupe d'action locale du pays du Tige-Chavé, sur l'accompagnement d'une filière céréale de la semence jusqu'au pain, la filière au cœur du pain, en partenariat avec le GAL Condrofamen et le réseau Meuse-Rhin-Moselle pour les semences paysannes et citoyennes. Alors c'est la première fois qu'on sort le roll-up. Bon, après, nous, on n'a pas encore énormément de recul parce que ça démarre, mais le fait est qu'assez rapidement, on avait 4 boulangers autour de la table qui étaient intéressés, qui ont participé donc, aux différentes réunions. Et puis, ils ont décidé vraiment de constituer un groupe porteur qui prendrait vraiment les décisions. Et donc là-dedans, on a les 4 boulangers, l'agriculteur et nous. Voilà. On est en train de développer donc une filière locale de céréales panifiables en cœur de Condro. Grâce aux variétés fournies par Limester, on a mis en place un essai où on a comparé 18 variétés. L'année d'après, on a répliqué cet essai à nouveau, donc on a réimplanté les mêmes variétés. Avec cette récolte-là, les observations qu'on a pu faire, on a choisi 11 variétés qu'on a mélangées. Et donc cette année, on a pu, donc, après 2 années d'essai, donc en 3e année, on a pu mettre en culture un demi-hectare de ce mélange de 11 variétés. Et donc maintenant, on attend la récolte. Et ça nous permet, donc un demi-hectare, ce n'est pas encore grand-chose, mais ça permettra déjà de faire les essais de panification avec les boulangers qui sont impliqués dans le projet. Et ça permettra surtout de tester en grandeur nature que donne ce mélange de ces 11 variétés. Donc en 3-4 ans, on va dire, on peut déjà arriver en production. Ça reste relativement rapide. La sélection classique d'une céréale, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps, c'est presque 10 ans de travail. Ici, on est dans un intermédiaire, on ne fait pas tout à fait de la sélection, on fait de l'évaluation de variétés en ferme. À travers les mots de Sofia, on comprend que choisir de penser une filière depuis l'étape de la semence, ce n'est pas anodin. Il a d'abord fallu trouver l'accès à des semences de variétés anciennes et de pays, et qu'elles soient de qualité. Même si l'accès aux banques de semences est gratuit, on reçoit rarement plus d'une poignée de grains, et il faut alors s'atteler à tout un travail de remultiplication. Le lien avec un réseau tel que Limester prend alors tout son sens. Mais le facteur qui semble le plus impactant, c'est le temps. Du temps du côté des agriculteurs d'abord, à qui on ne demande pas seulement de mettre à disposition des terres, mais qui doivent aussi être disposés à participer aux réunions, à préparer la terre pour le semis, à entretenir les cultures, voire à prêter main forte au moment de la récolte et discuter des résultats. Pour certains, ça reste déjà trop long de devoir passer par 3-4 ans d'observation. Ça a un coût financier aussi. S'il n'est pas soit hyper motivé, soit avec un incitant, je ne sais pas, financier ou autre derrière, ce n'est pas évident que l'agriculteur trouve le temps et l'énergie de faire ça tel qu'un chercheur pourrait le rêver. D'après Sofia,
Il manque une interface entre la recherche et les expériences de terrain. Une structure régionale dédiée à l'amélioration qui puisse soutenir la sélection participative. Les programmations leaders, elles durent 4-5 ans. Donc, ça couvre assez bien, on va dire, ce pas de temps qui serait nécessaire pour passer de la phase essai jusqu'à la phase production. Maintenant, ces 4 ans, c'est un essai chez un agriculteur. Mais idéalement, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir répliquer ça dans différentes fermes et puis surtout pouvoir poursuivre le travail. Nous, on a pu faire ça que pour le blé, par exemple. C'était déjà beaucoup de travail. Et on manque un peu de temps pour analyser toutes ces données, aller plus loin aussi dans les questions de recherche qui peuvent ressortir de ce qui a été observé sur le terrain. Il n'y a pas de personne avec une mission simplement de recherche, mais pour l'accompagnement de terrain, sans obligation de publication ou toutes ces choses de la vie académique qui vont en fait ne pas laisser le temps pour faire de l'accompagnement de terrain de proximité. Je pense qu'il manque soit une autre structure, soit des postes dans les structures existantes de recherche et d'encadrement pour effectuer vraiment ce travail de sélection participative, en fait. Intriguant alors de réaliser que la majorité des soutiens publics récents qui visent la relocalisation de notre alimentation préfèrent surfer sur les conséquences du changement climatique, en privilégiant des céréales qui affectionnent des températures plus chaudes, les filières du blé dur par exemple, comme si notre autonomie et notre résilience pour le blé tendre, panifiable, étaient choses acquises. Pourtant, le défi reste de taille. Et c'est dans le dialogue entre recherche et terrain qu'agronomes, généticiennes, agricultrices et praticiennes tracent ensemble les contours d'un nouveau narratif. Inspiré par des recherches similaires, notamment celles menées par l'équipe d'Isabelle Goldringer à l'INRA en France, ou encore en Italie ou en Angleterre, une expérience de CCP, ou population composite croisée panifiable, a vu le jour en Belgique. Initié par Bio-Wallonie, ce projet réunit le laboratoire d'agroécologie de l'ULB, le réseau Limester et le Centre wallon de recherche agronomique. Dans une CCP, chaque plante est unique. Le niveau de diversité est donc très élevé et la population a une grande capacité d'adaptation au milieu dans lequel elle est cultivée. Ce que le projet de CCP Wallonne a de particulier, c'est que non seulement il cible le froment, mais c'est surtout qu'il implique les actrices et acteurs de terrain à travers un processus de sélection participative. Pour les chercheurs, cela demande de réellement sortir d'une zone de confort pour pouvoir dialoguer avec une variété d'acteurs et de perspectives. Et d'être capable de rebondir pour faire face à des critiques parfois très virulentes de celles qui se réclament d'une recherche plus classique. Ensemble, les scientifiques et les membres du réseau Limester ont négocié et choisi 11 variétés pour composer la future CCP. L'idée ici, c'était de, ensemble, décider quelle variété nous plaisait bien. Le CERA, oui, c'est de la recherche. Limester aussi, c'est de la recherche. Quand on parle de recherche participative, c'est un vrai enjeu. Et c'est très important qu'il y ait des gens qui facilitent la discussion. C'est essayer d'être dans un projet collaboratif. C'est accepter de se dire que la qualité est une question de point de vue. Je trouve que d'un point de vue génétique, c'est captivant. Donc à partir de là, c'est un objet d'évolution et c'est aussi un objet de recherche fabuleux. On s'est créé énormément de possibilités de réinventer la sélection. 2023 verra mûrir la deuxième génération de cette CCP. Comme pour le mélange du cœur du Condro, il faut accepter le cours des saisons et le temps nécessaire pour multiplier les semences. Quelques années sont nécessaires encore pour que la population se stabilise et que la variété soit prête à évoluer dans différents environnements. En base à d'autres expériences similaires en Europe, on peut néanmoins s'attendre à des résultats prometteurs. Un des constats majeurs, c'est en tout cas la stabilité du rendement. C'est-à-dire que cette CCP n'a peut-être pas un rendement équivalent aux variétés modernes les plus performantes, mais au fil des années, il y a une stabilité du rendement, ce qui confirmerait l'idée de résilience. Le rendement. Encore et toujours le même critère qui domine comme principale référence d'évaluation, de comparaison.
La sélection participative, encore très marginale, n'y coupera pas pour parvenir à gagner doucement sa légitimité et trouver le soutien nécessaire. Si on travaille sur la rediversification de la variété au champ, avec aussi ces critères prioritaires de nutrition, de densité micronutritionnelle, d'adaptation à l'agriculture biologique, voire plus, en fait, on est en train de créer des variétés, pas pour la grande industrie, mais pour le petit artisanat, donc pour des filières qui sont basées sur la petite échelle. Tout le monde nous dit qu'il faut agrandir l'échelle des opérations pour rester rentable. Et ici, on fait exactement l'inverse. On voudrait aider et appuyer la petite échelle parce qu'on pense que ça rime mieux avec l'agroécologie, la résilience, la gouvernance des territoires, etc. Maintenant, la grande question est comment rendre ça viable pour tous les acteurs de la filière. Du côté des filières alternatives, on a bien compris que l'enjeu des semences et des variétés était indissociable de la qualité de la farine, et donc du pain. Ma sélection, elle va jusqu'au pain. Une fois qu'on commence à les multiplier, on va très vite les goûter. Et là, c'est tout un travail de collaboration avec les boulangers, qui eux vont nous dire aussi comment ils travaillent, la panification, le goût, etc. Et c'est ensemble qu'on peut dire, tiens, celui-là, c'est un blé qu'on aimerait développer. Quand Fazia, la boulangère, me dit, Marc, ce blé-là, moi je veux bien en présenter à mes clients, il est bon, il est chouette au niveau du goût, au niveau de la texture, et il a un potentiel prometteur pour notre humanité. Merci à Raphaël Cué Alvarez, David Jacquemart, Marie-Hélène Visser, Dominique Mingeot, Didier Demorcy, Corentin Equet, Simon Menot, Fazia Smail, Marc Van Overskel, Amaury Beaugendre, Vincent Renard, Laura Lahon, Philippe Genet, Axel Collin, Sophia Balthazar. Merci aussi à Charlotte, Julie, Natasia, Gabrielle et Juliette, Laetitia, Timke, Tarek. Philippe Delchambre et l'équipe de Radio Campus. Musique originale, Pierre Alouche. Aide à la réalisation, Guillaume Abgral. Alors, pour celles qui sont juste paysans, meunières, boulangers, comment organiser la résilience à l'échelle de son territoire ? Comment mettre en place des circuits courts qui permettent une juste rétribution pour l'ensemble des acteurs ? C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans nos prochains épisodes. Ce podcast est inspiré d'une recherche-action participative financée par le Fonds national de la recherche scientifique et menée au sein de l'Université de Liège et de l'Université libre de Bruxelles.